2013, les préparatifs de la troisième conférence du sommet du traité d'amitié et de coopération entre Abidjan et Ouagadougou. À la veille de la rencontre s'est tenue ce matin dans la capitale politique ivoirienne un conseil de gouvernement conjoint Côte d'Ivoire, Burkina Faso. La troisième édition du Forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique aura lieu ici à Abidjan en novembre prochain. Sont attendus les gouvernants, les bailleurs de fonds et les techniciens de l'eau et de l'assainissement. Quelle retombée pour la Côte d'Ivoire? La réponse à suivre dans ce journal. Et puis à l'étranger, les observateurs de la présidentielle d'hier au Mali parlent d'un satisfecit général autour du déroulement du scrutin. Malgré quelques menaces, les bureaux de vote ont fermé hier partout dans le pays après un premier tour du scrutin sans incident. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Je vous le disais à l'instant, elle se tiendra demain à Yamoussoukro, la troisième conférence du sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. À la veille de la rencontre, s'est tenu ce matin dans la capitale politique ivoirienne un conseil de gouvernement conjoint Côte d'Ivoire-Burkina Faso. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont appelés à constituer un binôme économique fort et complémentaire, a estimé le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan à la tribune. Le point avec Jérôme Kofi Abolin. Il est conjoint. Le conseil de gouvernement tenu ce lundi 29 juillet 2013 parce que regroupant les ministres burkinabés et ivoiriens. Une réunion dans le cadre des préparatifs de la troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cette rencontre ayant lieu à Yamoussoukro, c'est tout naturellement le maire de cette commune, Jean Nyanangbe Kwaku, qui le premier a pris la parole pour souhaiter bienvenue et plein succès des travaux à tous ses hôtes. Pour sa part, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a défini les enjeux de cette réunion. La tenue de ce conseil de gouvernement conjoint revêt pour nous une signification particulière. Elle intervient en effet dans un contexte où nous sommes invités à mettre tout en œuvre pour renforcer les liens séculaires de fraternité et de solidarité qui existent heureusement entre nos deux pays frères, ainsi qu'entre nos deux peuples, unis par l'histoire, la culture et la géographie. Dans cette perspective, la grande vision de nos deux chefs d'État, Son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Faso, et Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est de consolider nos relations bilatérales déjà existantes, déjà excellentes, pour le progrès et le bien-être de nos peuples respectifs. Cette orientation constitue désormais une priorité et une constante incontournable de nos relations que nous devons nous efforcer de refléter dans nos stratégies de développement. À la suite du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement du Burkina Faso a exprimé sa fierté quant aux ambitions nourries par les présidents ivoiriens et burkinabés pour travailler au renforcement de la coopération entre les deux pays. C'est avec beaucoup de fierté que je constate que nos deux chefs d'État, leurs excellences Alassane Ouattara et Blaise Compaoré, empruntent la même vision et de la même ambition imprime d'une part à nos deux pays un niveau de coopération rarement atteint dans notre histoire commune, mais aussi, d'autre part, apporte à la coopération sous-régionale un souffle nouveau qui redynamise nos institutions de coopération et d'intégration. Ils ont su trouver des solutions idoines au renforcement du développement économique et de la paix dans notre espace communautaire. Le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, il faut le dire, est un instrument unique et original qui doit nous conforter dans notre vision commune de donner aux relations séculaires et historiques à nos deux pays un enracinement solide et durable à la mesure des aspirations des peuples ivoiriens et burkinabés. Et le Premier ministre burkinabé Adolphe Tiao de conclure dans l'espoir que ce rendez-vous de Yamoussoukro renforcera davantage les liens sacrés entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ce conseil de gouvernement conjoint sera relayé demain par la troisième conférence au sommet qui sera présidée par les deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Blaise Compaoré. Le président burkinabé est justement arrivé à Yamoussoukro dans la journée. Alvarassa. C'est à 17h que le président burkinabé Blaise Compaoré
est arrivé à Yamoussoukro. Il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les honneurs militaires ont été rendus aux deux chefs d'État. Ensuite salué les ministres des gouvernements ivoiriens et burkinabés au grand complet et les populations qui ont effectué le déplacement. Pour les deux chefs d'État, ce sommet du traité d'amitié et de coopération va renforcer davantage l'intégration entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous venons pour faire une évaluation de ce qui a été réalisé depuis les engagements pris sur ce traité, mais aussi voir comment consolider les acquis et aussi œuvrer à faire en sorte que notre espace que nous voulons Côte d'Ivoire-Burkina puisse dans les temps à venir se présenter comme l'exemple qu'il faut suivre pour les autres nations. Mais nous avons aussi l'ambition de travailler de façon plus ouverte avec les autres afin que, bien sûr, à partir de ce noyau, la sous-région puisse vraiment accélérer surtout l'intégration. Le président Compaoré nous fait le grand honneur de venir pour la réunion au sommet sur le traité d'amitié donc Burkina-Côte d'Ivoire, et ce sera une occasion, comme il le dit, de faire le point et puis d'avancer plus loin. Après les travaux des experts dont les résultats ont été proposés aux ministres sectoriels puis au gouvernement des deux pays, leurs projets seront entérinés ce mardi par les présidents Blaise Compaoré et Alassane Ouattara à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Pour vous aider à mieux comprendre les liens d'amitié entre Abidjan et Ouagadougou, le groupe de presse Fraternité Matin a consacré son éditorial de ce lundi à un engagement des deux peuples à tracer les sillons de l'avenir. Éditorial signé Venance Conan, directeur général de Fraternité Matin, Ibrahima Sakandé, directeur de la communication de la présidence du Faso. Le récit est signé David Moubio. À la faveur de cette conférence de Yamoussoukro qui s'inscrit dans le cadre de la mise en application du traité d'amitié et de coopération, le groupe de presse écrite Fraternité Matin n'a pas voulu passer sous silence quelques dates qui ont marqué et rythmé la vie des deux pays, la Côte d'Ivoire et l'ex-Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Je prends juste une petite partie, celle dont j'ai parlé dans l'édito. On oublie que lorsque Houphouët-Boigny en 1946 voulait se faire élire député à l'Assemblée française, c'est au nord, c'est-à-dire il est allé voir le Moro Naba qui a demandé au candidat de la Haute-Volta de l'époque de se retirer au profit de Houphouët-Boigny. Et ce sont les voix du Burkina aujourd'hui, plus les voix du nord de la Côte d'Ivoire, qui ont permis à Houphouët-Boigny de se faire élire député à l'Assemblée nationale française. Et puis, on oublie aussi l'histoire très récente, qui est que beaucoup d'Ivoiriens, d'élèves ivoiriens, ont fui leur pays pour aller passer le bac au Burkina Faso. Mais quand vous dites qu'ils ont fui leur pays, pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelait le bac probatoire ici, et qui recalait beaucoup d'Ivoiriens. Ils ont préféré aller s'inscrire au Burkina. Beaucoup sont restés là-bas. Je crois qu'on doit tenir compte de ces réalités-là et dire que nos deux pays, tout est fait pour que nous soyons ensemble. On a traversé, c'est vrai, on a traversé des crises, on a eu des palabres, ça arrive dans toute famille. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e rencontre. Je pense que c'était l'occasion pour nous de célébrer cette union-là et de se tenir maintenant par la main pour regarder l'avenir. Dans l'éditorial de ce lundi, fruit de deux plumes, celle de Venance Conan, directeur général du groupe Fraternité Matin, et d'Ibrahima Sakandé, ancien directeur général des éditions Sidwaya et actuel directeur de la communication de la présidence au Burkina Faso, un appel pressant a été lancé aux deux peuples pour un engagement à tracer les sillons de l'avenir parce que, disent-ils dans cet éditorial, je cite, « Au moment où les grands pays s'unissent pour devenir encore plus grands, où les puissants se mettent ensemble pour devenir plus puissants, avons-nous le droit, nous les petits et faibles, d'être en marge de ce vaste mouvement mondial d'intégration et d'union ?»
Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a procédé cet après-midi à Zata, c'est dans le centre du pays, à l'inauguration du pipeline reliant Abidjan à Yamoussoukro. Le projet qui s'étendra à terme aux villes de Bouaké et de Ferké-Sédougou permettra, une fois mise à service, la redistribution de produits pétroliers à partir de Yamoussoukro vers le marché intérieur de certaines villes de la Côte d'Ivoire et vers certains pays de la sous-région. Le compte-rendu d'Awa Touré. Par ce geste, le président de la République, Alassane Ouattara, vient d'approvisionner le dépôt juste aussi de Yamoussoukro à partir du dépôt d'Abidjan. La mise en service du pipeline consiste donc à démarrer les pompes d'Abidjan, ouvrir la vanne d'arrivée et vérifier que le produit est arrivé en prélevant des échantillons. La mise en exploitation de ce premier tronçon Abidjan-Yamoussoukro est un grand pas vers le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la distribution des hydrocarbures dans la sous-région ouest africaine. Le gasoil, le fioul, viendra jusqu'ici, à Yamoussoukro, et pourra être enlevé à partir de Yamoussoukro. Le pipe continue jusqu'à Bouaké, comme vous le savez, et bien évidemment, par la suite, sur Ferké-Sédougou. Je voudrais féliciter le ministre du Pétrole et ses collaborateurs, bien sûr la GEST aussi, la Petro aussi, pour l'excellent travail qui a été fait. C'est un investissement important, 140 milliards de francs CFA, donc je suis très heureux d'avoir pu participer à cet événement. Je souhaite qu'on puisse continuer. Le pipeline Abidjan-Yamoussoukro, long de 258 km, a une capacité journalière de pompage de 4000 m3, soit 4 millions de litres, l'équivalent de 130 camions par jour. Il va permettre la redistribution des produits à partir des dépôts de Yamoussoukro vers le marché intérieur et vers les marchés des pays de l'Interland, le Mali et le Burkina Faso. S'agissant des objectifs visés par le pipeline, ils sont de 3 ordres. Premièrement, améliorer la sécurité de l'approvisionnement en produits pétroliers de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Mali. Deuxièmement, réduire progressivement les coûts des produits pétroliers vers le consommateur. Troisièmement, permettre à la Côte d'Ivoire de contribuer plus efficacement à l'intégration régionale en matière d'hydrocarbures. C'est donc un véritable outil d'intégration économique régionale dans le cadre de la politique d'émergence de la Côte d'Ivoire prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au nom de cette émergence, qui ne doit en aucun cas laisser pour compte une partie de notre pays, j'engage, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ensemble de mes collaborateurs à faire en sorte que sous votre autorité et avec votre soutien, à réaliser rapidement les autres segments projetés afin que ce pipeline atteigne tous les objectifs qui lui sont assignés. À partir de la mise en exploitation de cette première partie, il est prévu une extension du réseau de pipeline à Ferké-Sédougou. Le pipeline Bouaké-Ferké est long de 240 km et Abidjan-Bouaké de 385 km. Depuis le dernier Conseil des ministres ivoiriens, le ministère de l'Industrie s'est vu enrichir du département des Mines. Jean-Claude Brault dirige donc désormais le ministère de l'Industrie et des Mines, une nouvelle qui n'a pas laissé indifférents les opérateurs du secteur des mines. Lors d'une conférence de presse, l'un des responsables du secteur a traduit la volonté de ses pairs opérateurs à avoir un cadre législatif compétitif. Les explications d'Adama Koné. Le rattachement du secteur des mines à celui de l'industrie, décidé lors du dernier Conseil des ministres, est perçu par les opérateurs comme un arrimage logique. Ils pensent que c'est quelque chose qui est logique. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez visiter la mine de Tongon, vous verrez que tout ce qui est industrie minière où on traite les roches dures, le traitement du manganèse, les métaux de base, vous verrez que ce sont des industries lourdes, des grosses industries pour traiter ces minéraux.
Et donc, il pense que, comme ça se fait dans d'autres pays, pour lui, c'est tout à fait, c'est une connexion naturelle d'avoir les mines attachées à l'industrie. Lors d'une conférence de presse animée le 27 juillet dernier à Abidjan, au nom du secteur, le directeur de la mine de Tongon a dit attendre beaucoup du nouveau département ministériel, notamment l'établissement d'un nouveau code minier compétitif. Il espère que le travail qui a été engagé avec le ministère précédent va se poursuivre avec le nouveau ministre qui prend en charge ce portefeuille. Pour lui, le code minier n'est pas un dossier exclusif, c'est un dossier dans lequel la primature était engagée, d'autres ministères ont été engagés, et de la façon dont ça a été mené, il pense qu'on va vraiment arriver à quelque chose parce qu'il est important de pouvoir atteindre l'objectif final. Et donc, il est important que les promesses qui ont été faites soient atteintes. Le secteur minier traverse une crise. Les cours mondiaux étant passés de 750 000 à 600 000 francs CFA l'once. La direction de la mine de Tongon, la plus grosse mine du pays, dit résister à cette morosité par une gestion d'anticipation. D'ailleurs, la mine de Tongon compte investir cette année 15 milliards de francs CFA. À l'étranger, les observateurs de la présidentielle d'hier au Mali parlent d'un satisfecit général autour du déroulement du scrutin. Malgré quelques menaces, les bureaux de vote ont fermé hier partout dans le pays après un premier tour de scrutin sans incident. Les résultats provisoires et officiels doivent être publiés au plus tard vendredi. Reportage. Elle sillonne le centre de Faladier IGA peu après la fermeture de ses 23 bureaux de vote. Aïssatou donne les dernières instructions avant le début du dépouillement. Comme pour la présidentielle de 2007, cette enseignante coordonne des opérations cette année dans ce centre de Bamako qui compte 11 144 électeurs. Je suis vraiment satisfaite par rapport au taux de participation des électeurs, à peu près à 60 à 70. Je peux dire que 60 à 70%. L'Union européenne a déployé plusieurs dizaines d'observateurs à Bamako. Elle confirme la forte mobilisation des électeurs et le bon déroulement du scrutin dans la capitale malienne. Le scrutin était transparent. Ceci étant dit, je voudrais bien attendre d'avoir rencontré tous les observateurs de l'Union européenne et d'avoir échangé avec les missions d'observation autres que celles de l'Union européenne pour avoir une idée plus exacte. Dans de nombreuses circonscriptions électorales de Bamako, le décompte des voix place en tête Ibrahim Boubacar Keïta. Dans ce bureau de vote, Ibeka obtient 188 voix sur 279 suffrages exprimés. Soumaïla Cissé est deuxième avec 33 voix. Aucun jeu de campagne du candidat du Rassemblement pour le Mali l'ont fait de la victoire depuis dimanche soir. Les premières tendances commencent effectivement à tomber. Là, on est vraiment confiant. On a de bonnes nouvelles qui nous viennent de partout. Vous pensez que ce sera plié dès le premier tour? Ce sont les tendances actuelles. On attend la confirmation des grandes villes, mais c'est la tendance actuelle en tout cas. Dans le camp de Soumaïla Cissé, atmosphère relativement morose. Pas question de commenter les premières tendances. On attend les résultats provisoires qui seront proclamés ce lundi soir ou demain mardi. Sentiment de satisfaction autour du déroulement des élections aussi partagé par les responsables de la mission d'observation de la CEDEAO, mission dirigée par l'ancien président ghanéen John Kufuor. Il est au micro de Sylvie Touré. The ECOWAS mission numbered 250. Le processus s'est bien passé. Nous avons déployé 250 observateurs dans surtout toute l'étendue du territoire malien. Nous avons aussi nous-mêmes visité certains bureaux et centres dans la capitale où nous avons vu les électeurs en ordre voter dans le calme total, les agents électoraux responsables, professionnels dans l'exercice de leurs fonctions et activités. Nous en sommes satisfaits. Vous savez, le Mali, c'est un grand pays, une grande étendue. Donc cela vient aussi avec quelques difficultés ici et là, ce qui fait que dans le nord, dans certains endroits du nord, il y a eu quelques petits problèmes, ce qui fait que le taux de participation à certains endroits tournait autour de 36%, alors que dans le sud, c'était un peu plus élevé, beaucoup plus élevé. Retour à l'actualité ivoirienne en bref et en images. Le Premier ministre a accordé
Il y a quelques jours, une audience au secrétaire exécutif de l'agence intergouvernementale panafricaine Eau et Assainissement. Dans la ligne de mire, la coopération au niveau de l'eau et de l'assainissement entre la Côte d'Ivoire et l'agence. La troisième édition du forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement justement pour tous en Afrique aura lieu à Abidjan en novembre prochain. Sont attendus à cette rencontre les gouvernants, les bailleurs de fonds et les techniciens de l'eau et de l'assainissement. Quelle retombée pour la Côte d'Ivoire? L'éclairage de Serge Gongomin dans un récit de Victorine Yoroyobwe. Après Ouagadougou en 2011 et Dakar en 2012, c'est la capitale ivoirienne Abidjan qui abrite en novembre prochain la troisième édition du forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique. La Côte d'Ivoire attend beaucoup de ses assises. Les retombées sont multiformes. Nous avons eu une signature de convention de financement à hauteur de 24 milliards. C'est bien la preuve que le fait donc de coopérer avec des agences panafricaines spécialisées du type EAA, forcément le pays ne pourra qu'avancer. Lorsque des requêtes vont arriver auprès de ces bailleurs et qu'ils n'ont pas d'éléments pour certifier que c'était pertinent, leur réaction ne sera pas la même que lorsqu'ils viennent eux-mêmes dans le pays pour visiter des sites à risque, pour visiter des quartiers précaires, pour voir la condition de nos populations. Par exemple, la fondation Bill Gates est une fondation qui pourrait se retrouver ici. D'autres fondations du même type pourraient être présentes. Nous avons les mêmes difficultés que tous les autres pays. Nous voulons les adresser à travers ce forum de haut niveau. Si le forum de novembre tient ses promesses, comme l'espère le ministre Mamadou Sanogo, le gouvernement ivoirien pourra bénéficier d'un appui technique et financier pour renforcer les acquis et réaliser les autres objectifs en matière d'assainissement et d'adduction en eau potable. La première édition du Forum économique de Forbes Afrique, un magazine africain, vient de s'achever à Brazzaville. Thème du colloque, l'émergence des classes moyennes africaines, financement des infrastructures, entrepreneuriat et nouveaux modes de consommation. Ce forum a été une occasion pour plusieurs dirigeants africains de définir les priorités de l'Afrique pour l'émergence de sa classe moyenne. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Brazzaville, Evelyne Debazegua. La classe moyenne, définie par les experts comme cette classe ni vraiment pauvre ni vraiment riche de la société, doit aider l'Afrique à profiter des avantages de la mondialisation, d'où l'organisation de ce forum par le magazine Forbes Afrique. La Banque africaine de développement estime à plus de 300 millions le nombre de personnes constituant la classe moyenne en Afrique et invite les dirigeants africains à tout mettre en œuvre pour son émergence. 5 chefs d'État africains ont effectué le déplacement pour marquer leur intérêt pour le sujet. Il s'agit des présidents sud-africains Jacob Zuma, ghanéen John Dramani Mahama, burkinabé Blaise Compaoré, sénégalais Macky Sall et congolais Denis Sassou Nguesso. Ils sont tous unanimes. L'Afrique, avec une croissance régulière, doit mettre en place un climat favorable. 4 leviers me paraissent indispensables pour la porter de façon durable. Une éducation et une formation professionnelle de qualité. Une agriculture modernisée, mécanisée, pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Une énergie à des coûts soutenables pour une économie compétitive et un réseau adéquat d'infrastructures pour favoriser les échanges. Le chemin de la croissance et de la prospérité est indissociable du développement des infrastructures. 2 panels ont meublé ce forum, animé par la journaliste française Christine Ockrent. Et pour les panélistes, l'émergence des classes moyennes en Afrique passe aussi par la révision des traités entre l'Afrique et l'Europe. Invité d'honneur de ce forum économique, l'ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan a quant à lui insisté sur la prise de conscience par l'Afrique de ses valeurs et la prise en main de son destin. J'en viens à ce fait insolite. Un homme a tenté de se donner la mort hier à Yamoussoukro. Il s'est jeté dans l'un des lacs au Caïman. Heureusement pour lui, il n'a pas été dévoré par les sauriens. Le miraculé doit sa survie aux sapeurs-pompiers et des jeunes volontaires. Le témoignage d'Alvorassa. L'homme qui a tenté de se suicider se nomme Palétic Monté. Il est né en 1961 et est planteur de profession. C'est à 18h qu'elle s'est rendue au bord de ce lac pour tenter de se donner la mort. Nous sommes en pourparlers avec lui, vous voyez les gens vers lui là-bas. Sinon, il était déjà dans l'eau au moment où nous on venait. Il était complètement dans l'eau.
Donc quand les gens sont allés pour parler avec lui... Les sapeurs-pompiers militaires et des jeunes volontaires ont décidé de négocier avec lui. Et cela va durer jusqu'à 22 heures. Les négociations ayant échoué, Paletti Ponté va se jeter dans le lac pour une deuxième fois. Et là, l'on a cru qu'il allait se faire dévorer par les crocodiles. Heureusement pour lui, les sauriens n'étaient pas à cet endroit-là. Et cela va permettre aux jeunes volontaires et sapeurs-pompiers d'agir en le ligotant pour le faire sortir du lac. Et l'un des jeunes a même perdu connaissance lors de l'opération. Toutes les tentatives pour lui arracher un mot pour comprendre le mobile de son acte sont restées vaines. Mais selon ses proches, il connaîtrait un début de folie. Et il a dit qu'on lui a arraché sa fille. Cette autre tentative de suicide fait dire au gouverneur qu'il faut sécuriser tous les lacs de Yamoussoukro pour arrêter la saignée. Il y a des crocodiles partout. Il va falloir prendre des mesures pour sécuriser la totalité des lacs. En attendant, il invite les populations de Yamoussoukro à ne pas imiter ce geste. Pour observer les crocodiles, il demande que cela se fasse de loin. La décharge municipale de Boaké est un véritable danger pour les riverains. Elle dégage une odeur nauséabonde et elle nid de toutes sortes d'insectes, surtout des mouches. La population aux alentours craignent pour leur santé et demande la fermeture pure et simple de la décharge. Charles Tatou. Situation préoccupante à Assoumou Yaokro. Depuis quelques mois, ce village est la proie d'un essai de mouches du fait de sa proximité avec la décharge finale de Boaké. Ce village est situé à 600 mètres de la décharge. Chaque jour, à partir de 15 heures, ces mouches se manifestent. Même si une épidémie liée aux maladies des mains sales telles la fièvre typhoïde, le choléra et la diarrhée n'a pas encore été enregistrée, les populations riveraines s'inquiètent. Souvent, nos mamans ont des diarrhées, il y a des enfants même qui font des diarrhées. On est parti à la mairie, chez le préfet, et puis chez Nda, tout ça là. Bon, au fait, notre négociation n'a rien abouti. Approchés, les responsables de la mairie de Boaké refusent de se prononcer et rejettent les responsabilités sur le ministère de l'Environnement et de la Salubrité. Indexé, le directeur régional de la Salubrité livre sa version des faits. Un site qui a été choisi par la mairie de Boaké. Maintenant, il faut traiter de manière vectorielle, en tout cas tout l'espace, pour réduire, parce qu'on ne peut pas complètement éliminer les mouches. Parce que là où il y a des détritus, les mouches affluent, et ça c'est indépendant de notre volonté. La principale activité commerciale des femmes de ce village est la fabrication de la tchéké. Leur production n'échappe pas à ces insectes nuisibles et pourtant, elles sont vendues sur le marché de Boaké. Ces aliments bourrés de larves de mouches exposent les populations à des dangers. Les populations qui sont très proches de cette décharge courent le risque de voir des mouches venir dans leur domicile et transporter des germes qu'elles auraient ramenés de la décharge. Face à ces nombreuses mouches et à l'inaction des autorités, les riverains demandent qu'une seule chose. Au niveau de la salubrité, je veux que tout s'arrête. Moi, je demande à les autorités de nous aider pour qu'ils cherchent un coin qui est un peu éloigné de la ville. Cette situation ne semble pas être la bonne. Cependant... Et puis, sachez que la double cérémonie de baptême de la 44e promotion des élèves officiers d'active et la remise d'épaulettes d'officiers à la promotion Sorokik Bafori Guillaume aux médecins élèves officiers, aux élèves officiers issus du test d'aptitude au grade d'officier aura lieu le jeudi 1er août 2013 à 8h à l'école des forces armées EFA de Zambakro sous la présence effective de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef suprême des armées. Autre sujet, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, a organisé aujourd'hui un séminaire de formation des acteurs de la presse. Les travaux ont porté sur l'appropriation par les journalistes, entreprises de presse et organisations professionnelles de la presse des règles de gestion édictées par les instances de régulation CNP et AK et d'autorégulation OLPELD. Invité spécial de cette session de formation, le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, l'éclairage du Gervais Blé. La formation, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire en fait son cheval de bataille. La première activité de son programme d'action
2013 à 2015 le montre. Elle se penche sur l'appropriation par les journalistes, entreprises de presse et organisations professionnelles de la presse des règles de gestion édictées par les instances de régulation et d'autorégulation de la presse en Côte d'Ivoire. Il faut les former. Il faut leur faire prendre conscience de leur rôle majeur dans l'épanouissement social, dans la cohésion sociale, dans le développement économique et social. C'est important. Et c'est seulement à travers la formation qu'ils peuvent y arriver. Invité spécial de cette session de formation, le directeur général de la RTI n'a pas manqué de souligner tout l'intérêt qu'il y a à disposer d'hommes de presse bien formés avec une nette conscience de la culture de l'excellence. Le journaliste, de par son rôle important dans la société, a une responsabilité quant à la nature de l'information qu'il donne. Et comme il est indiqué dans le code de déontologie du CNP, il y a l'information brute qu'il faut pouvoir traiter de manière juste et équilibrée pour s'assurer de ses sources. Et il y a le commentaire libre du journaliste. Donc il s'agit d'outils et de moyens pour être sûr que le message qui est donné soit un message juste en termes de pertinence et de véracité des faits, avec bien sûr toute la subjectivité du journaliste. Des communications sur les instances de régulation et d'autorégulation de la presse en Côte d'Ivoire ont mis en exergue la nécessité de mieux les connaître, viser une bonne pratique du métier. Voilà qui marque la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouver Cathy Touré et son équipe dans Lundi Sport. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.